Game of Thrones nous a offert 3 dragons et un seul véritable draconnier. Mais House of the Dragon a construit quelque chose de bien plus grand. Tout un écosystème composé d'une vingtaine de dragons différents, d'une petite armée de cavaliers et au moins de 4 grands combats entre dragons. Avec autant de dragons et de cavaliers, il est facile de s'y perdre. Aujourd'hui, on va donc remettre un peu d'ordre dans tout ça. Le premier dragon que la série nous présente vraiment est Syrax, la dragonne aux écailles jaunes des Rhaenyra Targaryen. Grâce à Syrax, on découvre pour la première fois le fonctionnement de la culture des dragons chez les Targaryen. La fosse aux dragons sous Port-Réal, les gardiens des dragons qui s'occupent des créatures, ainsi que la tradition qui consiste à placer un œuf de dragon dans le berceau des nouveau-nés Targaryen, avec l'espoir qu'il éclot et crée un lien avec l'enfant. Tous les œufs n'éclosent pas, c'est pourquoi certains Targaryen grandissent sans dragon et doivent plus tard revendiquer un dragon adulte resté sans cavalier. Rhaenyra s'est liée à Syrax à l'âge de 7 ans et l'a nommée d'après une ancienne déesse de Valyria. Devenant ainsi sa toute première cavalière, Syrax nous offre aussi un premier aperçu de l'une des traditions les plus sombres des Targaryen. Ils brûlent leur mort avec le feu de leur dragon. Dans le premier épisode, Rhaenyra demande à Syrax d'incinérer sa mère et son petit frère. Cette coutume remonte à l'ancienne Valyria, bien avant que les Targaryen ne s'installent à Westeros. Et la série l'utilise ensuite à plusieurs reprises pour marquer la mort de presque tous les personnages importants ayant le sang du dragon. Au moment de la moisson rouge dans la saison 2, Syrax est devenue une dragonne adulte et redoutable. Pourtant, contrairement aux autres dragons plus âgés, elle n'a encore jamais connu de véritable bataille. Elle est surtout utilisée pour les déplacements et comme démonstration de puissance, rugissant aux côtés de Vermithor et Silverwing afin d'intimider Aemon et Vhagar lorsqu'ils s'approchent de Peredragon. Ce manque d'expérience explique aussi pourquoi Rhaenyra garde souvent Syrax à l'écart au début de la guerre. Elle préfère protéger son dragon plutôt que de le risquer face à des adversaires bien plus expérimentés. Mais si Syrax est élégante et présente des traditions des Targaryen, le dragon de son mari, Carax, est tout le contraire, une véritable machine de guerre. La monture de Daemon Targaryen, surnommée le ver de sang à cause de ses écailles rouge sang, est facilement le dragon le plus étrange de la série. Alors que la plupart des dragons sont massifs et reptiliens, Carax semble tout droit sorti d'une autre mythologie. Il ressemble davantage à un gigantesque serpent ou à une vouivre qu'au dragon classique que les fans ont découvert dans Game of Thrones. Son corps est long et serpentin, son cou est fin et interminable et ses ailes sont parcourues de larges membranes. Il possède aussi des cornes au-dessus de ses yeux et son rugissement ressemble moins à celui d'un dragon qu'au cri d'une créature surgie des profondeurs. Carax est également un vétéran des champs de bataille. Il combattait déjà plusieurs décennies avant que Daemon ne le chevauche pendant la guerre des degrés de pierre. Même les gardiens des dragons qui l'ont élevé dans la fosse aux dragons le considéraient comme le plus féroce de sa génération. Une réputation qu'il a conservée dans tous les conflits où il a combattu. Carax n'a d'ailleurs pas toujours appartenu à Daemon. Son premier cavalier fut le prince Aemon Targaryen qui le monta lors de la 4e guerre contre Dorne, une vingtaine d'années avant le début de la série. Aemon était aussi le père de Rhaenyra Targaryen. Ce qui donne un détail amusant, le père de Rhaenys chevauchait autrefois le dragon qui finira par appartenir au plus terrible ennemi de la faction de sa fille. Après la mort d'Aemon, Carax resta plusieurs années sans cavalier avant que Daemon ne le revendique. Bien qu'il ne fasse qu'environ la moitié de la taille de Vhagar, sa vitesse et sa férocité en font l'un des rares dragons capables de tenir tête à la vieille reine des dragons. Daemon et Carax deviennent ainsi l'un des duos les plus meurtriers de Westeros, et leur lien ne fait que se renforcer à mesure que la danse des dragons s'intensifie. Un autre dragon redoutable que l'on voit dans la série est Meleys. Rhaenys Targaryen chevauche Meleys, une dragonne écarlate surnommée la Reine Rouge, un titre parfait pour celle que les fans appellent la reine qui ne fut jamais. Meleys était autrefois considérée comme le dragon le plus rapide de Westeros, et malgré son âge avancé, elle prouve dans la saison 1 qu'elle reste incroyablement rapide et puissante. Rhaenys est d'ailleurs la 2e cavalière de Meleys. La dragonne appartenait à l'origine à Alycia Targaryen, la mère de Viserys et Daemon, morte en couche. Rhaenys revendique ensuite Meleys une vingtaine d'années plus tard avant de manquer de peu le trône. Malgré son âge, Meleys reste l'un des dragons les plus agiles de Westeros, capable de manœuvrer autour d'adversaires bien plus grands dans les airs, une vitesse qui manque de lui sauver la vie lors de son dernier combat. L'histoire de Meleys s'achève tragiquement dans le 4e épisode de la saison 2, Rook's Rest. Pensant simplement mettre fin à un siège, Rhaenys s'envole sur Meleys sans savoir qu'il s'agit en réalité d'un piège tendu par Ser Criston Cole. Le roi Aegon II arrive alors à l'improviste sur Sunfire et les deux dragons s'affrontent dans les airs. Meleys prend rapidement l'avantage sur le dragon doré et plante ses crocs dans son aile. Puis Aemon arrive sur Vhagar et engloutit les deux combattants sous un seul souffle de feu en voyant les 3 dragons s'écraser au sol. Vhagar et Aemon s'en sortent indemnes. Sunfire survit mais il est gravement mutilé. Meleys, elle, ne survit pas à la bataille, pas plus que Rhaenys, dont le corps est retrouvé brûlé aux côtés de celui de sa dragonne. C'est l'une des pertes les plus importantes du camp de Rhaenyra pendant toute la guerre et Corlys Velaryon, le mari de Rhaenys, ne pardonnera jamais vraiment à Rhaenyra cette perte. Le dragon suivant du camp des Noirs est Seasmoke, le dragon de Laenor Velaryon. Et c'est une créature aux écailles gris argentés qui s'est liée à Laenor très jeune et n'a jamais eu d'autre
autres cavaliers auparavant. Sismok apparaît relativement peu dans la saison 1, mais marque les esprits pendant la guerre des degrés de pierre. Son histoire devient bien plus intéressante après que Lénore simule sa propre mort pour fuir son mariage et vivre librement à Essos, laissant Sismok sans cavalier sur la marque pendant plusieurs années. Tout cela change dans la saison 2 lorsque Sismok décide de partir lui-même à la recherche d'un nouveau cavalier. Il retrouve Adam de Hull, un constructeur naval bâtard qui se révèle être le demi-frère illégitime de Lénore, et c'est presque le dragon qui choisit Adam plutôt que l'inverse. Un détail discret qui laisse penser que Sismok reconnaît le lien de sang entre eux. Adam devient rapidement l'un des dragonniers les plus fidèles de Rhaenyra, combattant avec Sismok et restant à ses côtés lors des événements de Harrenhal dans la saison 2. C'est aussi un message fort de la série. Contrairement aux couronnes et aux châteaux, les dragons ne se soucient pas de la légitimité. Un simple bâtard peut se relever aussi digne qu'un prince de chevaucher un dragon. Les fils de Rhaenyra reçoivent eux aussi chacun leur dragon, conformément à la tradition de l'œuf placé dans leur berceau. Son fils aîné, Jaehaerys, se fie à Vermax, dont l'éclosion met fin aux rumeurs qui entouraient sa naissance. Premier jeune dragon que la série nous laisse réellement voir grandir. Vermax nous montre aussi comment les enfants Targaryen apprennent très tôt à voler avec leur monture. À partir de la saison 2, Jace devient un draconnier accompli. Il aide à rallier le Nord et les seigneurs des terres de la rivière à la cause de sa mère, même si son manque d'expérience manque de lui coûter cher lors d'un vol tendu près de la flotte de la Triarchie dans le Goulet. En tant qu'héritier de Rhaenyra, Jace porte également un poids que ses frères ne connaissaient pas, sachant que le trône de fer pourrait dépendre de ce qui lui arrivera, à lui comme à Vermax. Lucerys chevauche Arrax, un dragon plus jeune qui reste presque absent jusqu'au final bouleversant de la saison 1. Au-dessus de Storm Ends, Lucerys se place face à Aemon et à l'immense Vhagar. Pris de panique, Arrax désobéit aux ordres de son cavalier et attaque un dragon plusieurs fois plus grand que lui. La réponse de Vhagar est immédiate et impitoyable, tuant Arrax et Lucerys. C'est le moment où la rivalité entre les Noirs et les Verts se transforme définitivement en guerre ouverte. La scène rappelle aussi l'une des idées les plus importantes de la série. Un dragon n'est jamais totalement domestiqué, aussi fidèle soit-il. Arrax est plus jeune et plus petit que la plupart des dragons dont nous avons parlé jusqu'ici, ce qui explique pourquoi le combat contre Vhagar était perdu d'avance. Joffrey, le troisième fils de Rhaenyra, chevauche Tyrax, le plus petit dragon de la fratrie, révélé dans le dernier épisode de la saison 1. Comme ses frères, son lien avec son dragon commence dès le berceau, et comme Tyrax lui-même, Joffrey est encore un enfant, ce qui les tient tous les deux éloignés des combats pour le moment. Comme Rhaenyra, les enfants de Daemon ont aussi leur dragon. Bella Targaryen, la fille aînée de Daemon et Lina Velaryon, chevauche Moondancer, une jeune dragonne rapide aux écailles vert pâle. Même si Moondancer apparaît peu dans la saison 1, la saison 2 lui donne un véritable rôle. Bella l'utilise pour des missions de reconnaissance afin de suivre l'avancée de l'armée de Criston Cole à travers les terres de la couronne. De tous les draconniers de Rhaenyra, Bella est sans doute la plus douée en selle, et la série le montre en lui confiant certaines missions des plus ambitieuses. Sa sœur cadette, Rhaena, n'a pas cette chance. Un œuf de dragon a été placé dans son berceau lorsqu'elle était enfant, mais il n'a jamais éclos, faisant d'elle l'une des rares Targaryennes à grandir sans dragon. C'est une vérité qui pèse lourdement sur elle. Pour une jeune fille née dans une famille où les dragons définissent l'identité de chacun, grandir sans monture est une tragédie silencieuse, et la série nous le rappelle chaque fois qu'elle regarde les autres s'envoler sans elle. Tout change à la toute fin de la saison 2, lorsque Rhaena découvre un immense dragon sauvage vivant dans le Val, Shipstealer. Elle parvient à revendiquer le dragon et le chevauche lors de la bataille du Goulet qui ouvre la saison 3. Mais leur lien est encore fragile. La nature sauvage de Shipstealer apparaît presque immédiatement, et le dragon incendie plusieurs navires pendant la bataille. Il combat bien pour le camp de Rhaenyra, mais agit surtout selon sa propre volonté. Contrairement au dragon élevé depuis le berceau, Shipstealer a passé toute sa vie à survivre seul, se nourrissant de bétail et de tout ce qu'il pouvait chasser. Cela explique en grande partie pourquoi il obéit d'abord à son instinct, même en plein combat. La saison 2 introduit également un élément directement tiré de Fire and Blood de George Martin, la moisson rouge. Désespérée d'équilibrer les forces face aux Verts, Rhaenyra demande à Mysaria de retrouver à Port-Réal des Dragon Seeds, des bâtards possédant suffisamment de sang targaryen pour tenter de revendiquer les dragons sans cavalier de Peredragon. L'expérience tourne rapidement en cauchemar. Rhaenyra fait venir Vermithor, le plus grand dragon encore vivant après Vhagar, et laisse les volontaires tenter leur chance. Le premier homme qui s'approche est immédiatement brûlé vif. Vermithor se déchaîne ensuite et massacre un grand nombre de Dragon Shields, sous les yeux des survivants. Le carnage ne s'arrête que lorsqu'un forgeron de Port-Réal nommé Hugh, petit-fils caché d'une princesse targaryenne exilée, refuse de fuir et reste immobile devant le dragon pour protéger un autre Dragon Seed. Impressionné, Vermithor l'accepte comme cavalier. Pendant ce temps, un autre Dragon Seed, Ulf le Blanc, tombe presque par hasard sur Silverwing, l'ancienne dragonne de la reine Alyciane targaryenne. Contrairement à Vermithor, Silverwing ne met presque pas Ulf à l'épreuve et l'accepte immédiatement. Ulf ne perd pas de temps et s'offre une balade improvisée au-dessus de Port-Réal sur sa nouvelle monture. C'est l'une des scènes les plus amusantes de la série, mais aussi le moment où Aemon comprend, en le poursuivant sur Vhagar, que Rhaenyra possède désormais 3 dragons adultes supplémentaires prêts à combattre sur Peredragon. Cette seule information suffit à le faire hésiter avant de lancer une attaque.
Au début de la saison 3, le camp de Rhaenyra dispose désormais d'environ 7 dragons contre seulement 3 pour les Verts, un avantage obtenu presque entièrement grâce à la moisson rouge. Les dragons du camp des Verts, la faction des Hightower, ne sont pas moins redoutables. Le roi Aegon II chevauche Sunfire, largement considéré comme le plus beau dragon ayant jamais existé, avec ses écailles dorées éclatantes et selon les livres, un feu lui aussi doré. La plupart des dragons de la série crachent des flammes ordinaires, ce qui fait du souffle doré de Sunfire l'une des particularités les plus rares de l'histoire des Targaryen. C'est cependant un dragon encore relativement jeune lorsque la guerre éclate, un détail qui compte lorsqu'il affronte des adversaires beaucoup plus âgés et expérimentés. Le moment le plus marquant de Sunfire est la bataille de Rogg's Rest, où il combat aux côtés de Vhagar contre Melies et en ressort gravement blessé. Son aile est presque arrachée et subit également le souffle de Vhagar lorsque l'attaque d'Aemon, destinée à Rhaenys, engloutit aussi bien son ennemi que son propre frère. Aegon survit mais il est atrocement brûlé et reste incapable de gouverner pendant une grande partie de l'année. Sunfire, trop blessé et trop lourd pour voler, reste immobilisé près de Rogg's Rest, survivant grâce au bétail et aux cadavres pendant que les hommes de Criston Cole montent la garde. Au début de la saison 3, plusieurs personnages le croient mort, mais la série n'a jamais montré son corps. Beaucoup de fans se demandent donc si le plus beau dragon de Westeros n'a pas encore un rôle à jouer. Le dragon suivant est Dreamfire, la dragonne de la reine Alicent. Dreamfire possède des écailles argentées et des ailes bleu pâle. Elle est bien plus âgée que sa cavalière. Dreamfire est née plusieurs générations plus tôt, sous le règne d'Aegon Ier et fut d'abord chevauchée par Rhaena Targaryen, la petite fille du conquérant. Après la mort de Rhaena, Dreamfire resta longtemps son cavalier avant d'être revendiqué par Alicent. Davantage par nécessité politique que grâce aux liens profonds que la plupart des Targaryen développent avec leur dragon dès l'enfance. Sa taille exacte reste assez floue dans la série, notamment parce qu'elle a passé une grande partie de ses plus de 100 ans enfermée dans la fosse aux dragons plutôt que de voler librement. Et puis, il y a Vhagar, le plus grand, le plus vieux et le plus redouté des dragons encore vivants au début de la danse des dragons. Vhagar est né sur Peredragon, peu après le fléau de Valyria, dans la même couvée que Merax. Visenya Targaryen fut sa première cavalière et aux côtés de Balerion et Merax, elle participa à la conquête de Westeros. Vhagar survécut à ses deux compagnons, voyant Balerion mourir de vieillesse et Merax tomber au combat en Dorne. Au début de House of the Dragon, elle est donc le plus vieux dragon vivant de Westeros. La liste de ses cavaliers traverse toute l'histoire tragique des Targaryen. Après la mort de Visenya, Vhagar resta sans cavalier jusqu'à ce que Balon Targaryen, le père de Viserys et d'Aemon, la revendique. Tous deux combattirent aux côtés de Carax lors de la 4e guerre de Dorne. Après la mort de Balon, Vhagar resta à nouveau sans cavalier jusqu'à ce que Laena Velaryon s'y lie, devenant, selon beaucoup, la première personne à développer une véritable relation tendre avec une vieille dragonne. Après la mort de Laena, Vhagar passa à Aemon Targaryen, qui est tout sauf tendre. Tout au long de la danse des dragons, il utilise Vhagar avec une efficacité impitoyable, tuant Lucerys et Arrax dans la saison 1, puis Rhaenys et Meleys dans la saison 2. Même si les Verts possèdent moins de dragons que leurs adversaires, Vhagar suffit à elle seule à faire le camp une menace terrifiante dans les airs. Le fait qu'elle arrive au début de la saison 3 sans la moindre blessure sérieuse, malgré plusieurs grandes batailles, montre pourquoi elle est encore considérée comme la reine de tous les dragons. Aucun autre dragon de la série n'approche réellement sa taille, et jusqu'ici, aucun de ses adversaires n'a résisté bien longtemps une fois qu'elle s'engage pleinement dans le combat. Le dernier dragon important du camp des Verts est Tessarion, surnommée la Reine Bleue. Une jeune dragonne aux écailles violet vif appartenant à Daeron Targaryen, le plus jeune fils de Viserys et Alicent. Jusqu'à présent, Daeron est resté presque entièrement hors écran, élevé à Villevieille auprès de la maison Hightower. Mais son existence, ainsi que les flammes bleues de Tessarion, encore plus rares que le feu doré de Sunfire, ont déjà été confirmées et devraient jouer un rôle important dans la suite de la guerre. Même avec moins de dragons, les Verts disposent de montures bien plus expérimentées. Les Noirs ont l'avantage du nombre, mais les Verts ont celui de l'expérience, ce qui place finalement les deux camps sur un pied d'égalité. Mais tous les dragons de Westeros n'ont pas ou n'ont jamais eu de cavalier. Et ces dragons sont parmi les plus dangereux de tous. L'un des plus célèbres est Vermithor. Avant de devenir le dragon de Hugh pendant la Moisson Rouge, Vermithor appartenait au roi Jaehaerys Ier. Le vieux roi aperçu dans le prologue de la série, dont la décision de choisir Viserys comme héritier est à l'origine de toute cette guerre. Surnommé la Fureur de bronze en raison de son immense taille et de ses écailles métalliques, Vermithor est le deuxième plus grand et le deuxième plus vieux dragon encore vivant, juste derrière Vhagar. Il a aussi combattu lors de la 4e guerre contre Dorne. Dans les livres, il est décrit comme plusieurs fois plus grand qu'un jeune dragon comme Tessarion, avec un souffle assez puissant pour faire fondre la pierre et l'acier. Après la mort de Jaehaerys, Vermithor resta sans cavalier pendant des décennies dans le volcan de Peredragon. C'était un géant endormi que personne n'osait approcher, jusqu'à ce que le pari désespéré de Rhaenyra le réveille enfin. Un autre dragon important est Silverwing. Elle appartenait autrefois à la reine Alysanne Targaryen, épouse de Jaehaerys, et était née près d'un siècle avant les événements de la série. Silverwing et Vermithor formaient presque un couple. On les retrouvait souvent enroulés l'un autour de l'autre, reflétant l'affection
affection sincère que partageaient leurs premiers cavaliers. Une chose rare dans une famille aussi marquée par les mariages politiques. Après la mort d'Alysanne, environ 40 ans avant le couronnement de Rhaenyra, Silverwing resta elle aussi sans cavalier jusqu'à ce que Ulf le Blanc la rencontre pendant la Moisson Rouge. Malgré toutes ces années passées seule, Silverwing se montre bien plus docile que Vermithor lorsqu'on l'approche, ce qui explique pourquoi Ulf parvient à la revendiquer beaucoup plus facilement que Hugh avec Vermithor. Lorsque l'on parle de la puissance des Targaryen, un dragon domine tous les autres. Balerion, la terreur noire. Malheureusement, la série ne nous le montre jamais vivant, puisqu'il est déjà mort depuis longtemps. Son immense crâne repose toutefois dans la fosse aux dragons, rappelant à quel point les dragons d'autrefois étaient gigantesques. Balerion faisant partie des 5 dragons qu'Enar Targaryen amena à Peredragon avant le fléau de Valyria. C'est d'ailleurs le seul dragon dont on sait avec certitude qu'il a survécu à cette catastrophe. Aegon le Conquérant le revendiqua ensuite et s'en servit pour conquérir Westeros, notamment lors de l'incendie de Harrenhal, alors le plus grand château des 7 couronnes. Après la mort d'Aegon, Balerion passa à son fils, Maegor le Cruel, qui l'utilisa pour écraser une guerre civile et aura même tué son propre neveu ainsi que le dragon de celui-ci lors du premier combat entre dragons de l'histoire des Targaryen. Même selon les standards de cette famille, le règne de Maegor fut particulièrement brutal et Balerion devint autant un symbole de terreur que de puissance. Les cavaliers qui lui succédèrent eurent beaucoup de mal à le contrôler. L'une d'entre eux, Aera Targaryen, disparut pendant près d'1 an sur son dos avant de revenir mortellement malade, tandis que Balerion lui-même portait d'étranges blessures. Lorsque Viserys le revendiqua à la toute fin de sa vie, Balerion était déjà trop vieux et trop faible pour voler plus d'une seule fois. Pourtant, selon les livres, le plus grand dragon de toute cette histoire ne serait ni Vhagar ni même Balerion. Ce titre reviendrait à un immense dragon sauvage noir appelé Cannibal, qui vivrait sur Peredragon depuis une époque si ancienne que personne ne connaît vraiment son origine. Cannibal se nourrissait de dragons morts, de jeunes dragons et même d'œufs de dragons, ce qui aurait alimenté sa croissance hors norme. Personne n'est jamais parvenu à le dompter, et dans les livres, ceux qui ont essayé y ont généralement laissé la vie. Jusqu'à présent, la série l'a presque entièrement laissé hors champ, se contentant de le mentionner et préférant mettre en avant Vermithor et Silverwing pendant la Moisson Rouge. Vu l'importance qu'il occupe dans les livres comme menace imprévisible capable de faire basculer la guerre, il serait étonnant que la série ne se montre pas avant la fin de la danse des dragons. 2 autres dragons sauvages complètent la population de Peredragon. Shipstealer, dont nous avons déjà parlé, est désormais pleinement entré dans l'histoire, revendiqué par Rhaena à la fin de la saison 2. Il participe avec un succès mitigé à la bataille du Coulet au début de la saison 3. Grey Ghost reste le plus discret des deux. C'est un dragon réputé très farouche qui peut passer des années sans être aperçu par qui que ce soit. Tous deux ont été suffisamment mentionnés pour que leur implication dans la guerre semble désormais inévitable. Au moment où débute la bataille du Goulet de la saison 3, l'équilibre des forces a complètement changé par rapport au début de la série. Grâce à la Moisson Rouge, le camp de Rhaenyra est passé d'une poignée de dragons à environ 7 dragons contre 3 dragons confirmés pour les Verts, Vhagar, Tessarion et ce qu'il reste de Sunfire. Cet avantage numérique est devenu si important qu'à la fin de la saison 2, Alicent elle-même approche discrètement Rhaenyra pour discuter de ce qui ressemble au début d'une reddition. Mais House of the Dragon n'a jamais laissé un tel avantage durer très longtemps. La bataille du Goulet apporte un nouveau chaos. Le lien encore instable entre Rhaena et Shipstealer provoque déjà des dégâts parmi les propres navires de son camp, tandis que Jaehaerys se retrouve en grand danger sur Vermax après s'être approché trop près des lignes ennemies. Avec près de 20 dragons désormais introduits dans la série, certains montés, d'autres sauvages, certains déjà morts et au moins 2 autres déjà confirmés mais encore jamais vus, la danse des dragons ne fait que commencer. Et si les chroniques décrivent correctement cette guerre, le nombre de morts, dragons comme cavaliers, ne fera qu'augmenter avant qu'elle ne prête fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aller voir notre prochaine vidéo consacrée aux dragons les plus puissants de House of the Dragon. Cliquez dessus.